Dans un système où le pouvoir est concentré dans les mains d'un unique dirigeant, le décès de celui-ci, qu'il soit monarque ou dictateur, marque très souvent le début d'une période de trouble. En effet, que ça soit par loyauté, par tradition ou même par peur, c'est bien l'autorité centrale qui maintenait la cohésion de la classe dirigeante et la stabilité du pays. Si même avec une succession clairement établie, il n'est pas toujours évident de maintenir l'ordre dans une période de transition, lorsque celle-ci n'est pas claire et laisse la porte ouverte à plusieurs revendications, la vacuité du pouvoir appelle nécessairement les différents prétendants. Et lorsque tous les partis sont intimement persuadés de la justesse de leur cause et du bien fondé de leurs droits, la diplomatie n'est souvent plus une possibilité et les conditions sont toutes réunies pour mener à la guerre civile. Bonjour à tous et bienvenue dans la Citadelle. Et avec la saison 2 de House of the Dragon approchant à grands pas et la danse des dragons sur le point de débuter, HBO a décidé d'axer sa com sur l'opposition entre les deux factions, les noirs et les verts, invitant le public à prendre directement parti pour l'un ou l'autre des camps à grands coups de trailers, de hashtags et de slogans. Et je dois dire que c'est une stratégie extrêmement efficace et qui me plaît beaucoup, parce qu'au-delà des aspects cyniques, purement marketing, qui consistent à créer un sentiment d'appartenance à deux communautés, ce qui va naturellement créer de l'engagement, des réactions, des débats virulents, donc du buzz, cette stratégie engage vraiment le public dans l'histoire qui nous est montrée, en créant un investissement émotionnel fort. Et c'est ce que j'ai toujours voulu pour une représentation de la danse en fait. Présenter deux camps, avec leurs qualités et leurs défauts, avec leur personnalité, leur côté sombre aussi, et ne pas tomber dans le piège de raconter une histoire à sens unique. Inviter le public à prendre part, ça s'inscrit dans cette démarche, c'est donner de la légitimité à tous et quelque part faire participer au conflit fratricide. D'une certaine manière, cette guerre civile que l'on attend tous s'exporte, toute proportion gardée évidemment, dans notre société. On a donc une hype qui se crée gentiment, accompagnée par une activité très importante de la communauté au travers de débats, de mèmes, d'argumentaires parfois inspirés et pertinents, parfois mal renseignés, voire carrément malhonnêtes. Et pour toutes ces raisons, je pense qu'il est nécessaire de faire un point général sur la situation au moment du déclenchement de la danse, de revenir sur les événements qui y ont mené et les arguments avancés par chacune des factions, afin que vous ayez les armes pour à la fois comprendre ce qui est en jeu dans cette deuxième saison, et vous forger votre propre opinion sur la situation pour prendre ou non parti. HBO nous invite à prendre part à la danse, et pour cela, il est crucial d'en comprendre les rouages complexes et les revendications dans leur subtilité pour apprécier pleinement le spectacle. Et on va commencer bien entendu par revenir sur les faits historiques qui mènent à la danse des dragons pour pouvoir étudier et comprendre la position des belligérants et se poser la question de la légitimité des deux prétendants au trône de fer, Rhaenyra et Aegon II Targaryen. Et pour ça, on va devoir remonter un peu en arrière, en particulier pendant le long règne du roi Jaehaerys Ier, qui s'étale de l'an 48 après la conquête jusqu'à l'an 103, c'est-à-dire en gros une trentaine d'années avant le déclenchement de la danse. Les 55 années de règne de celui que l'histoire retiendra sous le nom de Jaehaerys le Sage sera et restera le règne le plus long de tous les monarques jusqu'à aujourd'hui, et il marque l'âge d'or, ou en tout cas un premier âge d'or de la dynastie Targaryen sur le continent. Jaehaerys, après avoir renversé le régime tyrannique de son oncle, a su mettre fin à une longue période de guerre civile et de troubles religieux pour enfin apporter la paix, la stabilité et la prospérité au royaume, avec une politique de pardon et d'amnistie envers ses anciens ennemis qui lui donnera son autre surnom, Jaehaerys le Conciliateur. Souverain visionnaire, sous son règne sont entrepris des grands travaux, tels que la construction des grandes routes qui relient toujours aujourd'hui les différentes provinces du royaume, ou encore la mise en place du système de canalisation et d'évacuation des eaux permettant à la capitale un accès continu à de l'eau saine par exemple. Jaehaerys restera également dans l'histoire comme un grand législateur. Il unifiera pour la première fois les différentes lois et coutumes de chacun des royaumes constitutifs de son territoire en un unique texte de loi et permettra bon nombre d'avancées sociales pour ces sujets. Vous l'aurez compris, le règne de Jaehaerys Ier est riche, et c'est pas le but de cette vidéo de tout vous détailler, mais on pourrait le résumer par cette citation gravée sur le socle de la statue du roi dans la citadelle « Il lia le pays et fit de 7 royaumes un ». Jusque-là tout semble aller, vous me direz,
Et en effet, le règne de Jaehaerys a permis d'assurer la stabilité et le développement du royaume, mais pour autant qu'il ait été capable de cimenter les fondations d'une dynastie forte et durable, il restera un petit nuage noir dans le ciel autrement ensoleillé de son règne, la question de la succession. Les graines de la guerre sont souvent plantées en temps de paix. C'est ainsi que commence le chapitre de Fire and Blood intitulé « Les héritiers du dragon », titre qui donnera son nom au premier épisode de la première saison de House of the Dragon, et c'est pas une coïncidence. Car en effet, c'est bien un enchaînement de décisions prises sous Jaehaerys puis son successeur qui va permettre les conditions parfaites pour une crise dynastique sans précédent que certains jugeraient même inévitable. Jaehaerys Ier et sa sœur Alysanne eurent beaucoup d'enfants. Et si vous trouvez cette phrase chelou, bienvenue sur la chaîne, accrochez vos ceintures et gardez vos mains à l'intérieur du wagon. De leur mariage long et heureux naquirent 13 enfants, dont seulement une partie atteint l'âge adulte, et parmi eux on a les deux frères aînés Aemon et Baelon. Aemon et Baelon ont 2 ans d'écart, ils grandissent ensemble, apprennent le maniement des armes et le rudiment de l'administration de la couronne ensemble et sont extrêmement proches, ce qui est loin d'être toujours le cas quand on parle de grandes familles et d'héritiers. Et en sa qualité de fils aîné, Aemon est dès sa naissance considéré comme l'héritier par le roi, mais sa femme, la reine Alysanne, lui rappelait qu'ils avaient une fille plus âgée, la princesse Daenerys, et que c'était elle qui monterait sur le trône. Mais dans tous les cas, c'était pas vraiment un problème, parce que le couple royal avait prévu que leurs enfants suivraient leur propre exemple en se mariant et en régnant conjointement. Vous commencez à connaître la famille, mais finalement, la question ne se posa même pas, car Daenerys malheureusement mourut à l'âge de 8 ans. Alors jusqu'ici, rien de très important pour la suite, mais c'est pour vous montrer déjà que les règles de succession sont pas strictement établies, et ça va un peu se compliquer par la suite, vous allez voir. Aemon devient donc prince de Dragonstone en 62. Prince de Dragonstone, du nom du siège ancestral de la famille Targaryen sur l'île de même nom, c'est le titre honorifique qui est attribué à l'héritier du roi. C'est un peu comme le prince de Galles au Royaume-Uni, ou dauphin historiquement chez nous en France. D'ailleurs, si vous voulez savoir pourquoi l'héritier de la couronne de France était nommé dauphin, c'est tout simplement parce qu'on donnait au prince la province du Dauphiné. Bref, Aemon est donc prince de Dragonstone, lui et son frère sont toujours aussi proches, et le roi voit par ses 2 garçons la succession assurée. Il les appelle même The Heir and the Spare, ce qu'on pourrait traduire en français l'héritier et le rechange, ou celui de secours si vous voulez. En anglais ça sonne mieux, parce que c'est court et ça rime. The Heir and the Spare. Et d'ailleurs, George Martin lui-même avait proposé à HBO de commencer House of the Dragon justement par l'histoire des 2 héritiers, en nommant le premier épisode de la série The Heir and the Spare, mais bon, apparemment HBO a préféré ne pas remonter aussi loin, ce qui peut tout à fait se comprendre. Donc la vie suit son cours dans la famille royale. Aemon se marie avec sa demi-tante, alors cherchez pas, chez les Targaryen c'est un bordel, et que je te marie des sœurs, et que ma tante c'est ma grand-mère, d'ailleurs big up à tous les Lensois qui nous écoutent, enfin bref, Aemon a une fille, Rhaenys, et Baelon quant à lui épouse leur sœur cadette, Alyssa, oui, qui mettra au monde 2 fils, Viserys et Daemon. Les 2 frères continuent d'aider leur père à administrer le royaume et à le défendre également quand c'est nécessaire. Et, vous le voyez probablement tous venir, lors d'une campagne militaire, Aemon va mourir d'un carreau d'arbalète fatidique à la gorge en l'an 92 après la conquête. C'est évidemment un coup extrêmement dur pour toute la famille, et en particulier pour son frère Baelon, mais également pour tout le royaume qui perd son héritier. Sans pouvoir trop s'appesantir sur la perte de son fils, le roi dut donc nommer un nouveau successeur, et fidèle à l'expression, l'héritier de rechange Baelon devint prince de Dragonstone. Alors, ce choix n'est pas surprenant du tout en fait, il est d'ailleurs très bien accueilli par la noblesse et plébiscité par le peuple. Il faut dire que Jaehaerys lui-même avait hérité du trône avant les filles de son grand frère, qui était mort avant d'avoir été couronné, et quelque part, nommer Rhaenys héritière, ça reviendrait un peu à remettre en cause sa propre légitimité, et donc celle de toute sa descendance, Rhaenys comprise, ce serait un peu paradoxal. Mais ça va au-delà de ça. Indépendamment du sexe de Rhaenys, c'est pas non plus illogique de voir un fils du roi héritier plutôt qu'un petit-fils, en l'occurrence une petite fille. La couronne est héréditaire, oui, mais pas le titre d'héritier lui-même. Finalement, Rhaenys n'a que 18 ans à la mort de son père, et elle n'a pas encore de descendance, bien qu'elle soit enceinte, mais vu le taux de mortalité en couche, ça joue pas vraiment en sa faveur. Baelon, de son côté, il a 36 ans, il est dans la force de l'âge et a déjà 2 fils adolescents, donc qui ont évité la mortalité infantile. Alors, ce choix, que je vais à partir de maintenant appeler la jurisprudence de 92, même s'il est très bien accueilli dans le royaume, je viens de le dire, il fait pas l'unanimité. La reine Alysanne proteste, rappelant à son mari qu'elle a été un pilier majeur de son règne. Le couple royal ne se réconciliera que 2 ans plus tard. Rhaenys, elle, pense plus à son futur enfant et l'héritage qu'il perd que de voir la couronne lui échapper personnellement. Mais s'il y a bien une personne que cette décision rend foudrage,
c'est évidemment le mari de Rhaenys et futur père de l'enfant, Corlys Velaryon. À la tête de la maison la plus riche du royaume grâce à son commerce maritime et fidèle allié de la couronne depuis sa création de par son ascendance valérienne et des nombreux mariages endogames avec la famille royale, Corlys, en signe de protestation, se retire sur son île de Driftmark et quitte son poste de maître des navires au conseil restreint et de lord amiral de la flotte royale. Et ouais, il faut absolument que je fasse une vidéo sur l'organisation et l'administration du royaume. Leur enfant sera finalement une fille, Laena, et ils auront l'année suivante un fils, Laenor, paye l'originalité des prénoms, et les partisans Velaryon continueront d'arguer que Laenor était privé de son droit, ce qui est un peu hypocrite quand ils le revendiquent au travers de la légitimité de sa mère, mais n'ont aucun souci à outrepasser Laena, qui est pourtant son aînée. Mais voilà, le fait est que Balon est maintenant bien installé et accepté en tant qu'héritier au trône, et il deviendra même main du roi pour administrer conjointement le royaume avec son père. Hélas, le destin est parfois bien capricieux, et en l'an 101 après la conquête, Balon Targaryen, prince de Dragonstone, meurt de ce qu'on appellerait aujourd'hui une appendicite à l'âge de 44 ans, laissant derrière lui une situation inédite vis-à-vis de la succession. Il ne reste aucun enfant du roi en capacité de lui succéder. Il va falloir donc chercher un héritier chez les petits-enfants, voire les arrière-petits-enfants du roi. Balon, à sa mort, a 2 fils qui ont la vingtaine, Viserys et Daemon, on l'a dit tout à l'heure. C'était d'ailleurs un des arguments pour la nomination de Balon comme héritier. Mais de la même manière que le titre ne s'est pas transmis directement de Aemon à Rhaenys, celui-ci ne revient pas automatiquement à Viserys. C'est là où les règles sont floues, parce que si Jaehaerys était mort quelques jours avant, juste avant Balon, Viserys aurait été roi et personne n'aurait posé de questions. Mais le roi est toujours là, et on est de retour à la case départ. Si Balon avait été nommé par proximité, étant fils du roi, cet argument n'existe plus vraiment. Et de la même manière, si l'argument du sexe peut toujours s'appliquer avec Rhaenys, elle a maintenant un fils de 8 ans, Laenor. On est donc dans un imbroglio juridique complet. Est-ce que Rhaenys peut hériter avant Viserys, alors qu'elle a déjà été jugée moins légitime que le père de ce dernier? Est-ce que Viserys doit hériter avant Laenor, alors qu'il descend de la branche cadette des fils du roi? Est-ce que Laenor, arrière-petit-fils du roi en ligne féminine et qui est seulement un quart Targaryen, est plus légitime que Viserys, enfant du fils et de la fille du roi? C'est toutes les questions qui se posent en l'absence d'un cadre légal bien défini. Voyant une opportunité de s'emparer du pouvoir et de rectifier le supposé tort fait à sa famille, des rumeurs annoncent que Corlys Velaryon est en train d'amasser des navires et des troupes pour faire valoir la revendication de son fils Laenor à la couronne. De son côté, le deuxième fils de Balon, Daemon, a rassemblé ses hommes d'armes et ses vassaux pour défendre les droits de son frère Viserys. Sentant la guerre civile pointer à l'horizon, le vieux roi Jaehaerys va prendre une décision jamais vue jusqu'alors dans l'histoire de la dynastie, inviter l'ensemble de la noblesse du royaume à se rassembler en lieu unique pour étudier les arguments de chaque prétendant et élire leur futur souverain. Le roi se pliera à la décision du conseil. Pour accueillir ce qui sera dorénavant connu comme le Grand Conseil de 101, Harrenhal, la plus grande forteresse du royaume, fut choisie. Des 4 coins des 7 royaumes, les familles grandes et petites arrivèrent avec leurs escortes et leurs délégations. Au total, près d'1 millier de seigneurs se réunirent pour délibérer pendant 13 jours sur pas moins de 14 prétendants au titre d'héritier. La plupart de ceux-ci, des cousins éloignés, des fils bâtards, ce genre de choses, furent rapidement exclus. Le cas de Rhaenys et Laena nécessitèrent plus d'attention, mais elles furent également écartées en raison de leur sexe, et probablement par souci de cohérence avec la jurisprudence de 92. Reste alors à la noblesse du royaume de statuer entre les 2 derniers candidats, Laenor Velaryon et Viserys Targaryen. C'est déjà une différence notable avec la série d'HBO qui présente le vote comme étant un choix entre Viserys et Rhaenys, ce qui n'est pas le cas dans l'œuvre littéraire. Et comme vous le savez déjà, la noblesse va trancher très largement en faveur de Viserys. C'est un véritable plébiscite en réalité. Viserys est voté prince héritier à 20 votes contre 1, c'est-à-dire à plus de 95% des voix. Et encore une fois, c'est pas hyper surprenant selon moi. Viserys est le fils de Balon, qui était l'héritier depuis presque 10 ans. Il doit probablement surfer sur l'immense popularité de son défunt père. Et comme j'ai dit tout à l'heure, si le vieux roi n'était plus de ce monde, Viserys aurait été couronné dans la foulée. En plus de ça, Viserys a 24 ans, un petit frère Daemon, ce qui est pas sans rappeler le Heir and Spare, et également une fille, Rhaenyra, donc niveau succession, c'est plutôt safe. À côté de ça, on a Laenor qui a que 7 ans, ce qui impliquerait un fort risque de mortalité infantile et même une possible période de régence. Un autre argument qui pourrait expliquer un vote aussi écrasant, c'est l'argument politique. Alors c'est nullement mentionné dans les œuvres, mais personnellement, je m'imagine que certains nobles peuvent voir l'influence du clan Velaryon Baratheon comme un véritable danger à écarter. Corlys Velaryon, c'est déjà le seigneur le plus riche du royaume. Il est extrêmement ambitieux, il est soutenu par Lord Boremund Baratheon, et il est en passe de placer son fils sur le trône.
un fils Velaryon par son père et à moitié Baratheon par sa mère, ce qui met en péril l'équilibre des puissances entre les grands seigneurs. Et finalement, c'est une évidence, le fait que Laenor soit issu d'une lignée féminine, contrairement à Viserys, ça compte énormément. En tout cas, voilà, la décision du royaume est sans appel. Si nette que les partisans de Laenor sont forcés de reconnaître Viserys comme héritier sans faire d'histoire, et le vieux roi Jaehaerys le nomme officiellement prince de Dragonstone. Viserys succédera à son grand-père 2 ans plus tard, à l'âge de 26 ans, lorsque celui-ci s'éteint après 55 ans d'un règne prospère. Le reste de l'histoire, vous le connaissez déjà, ou en tout cas partiellement, puisqu'il est présenté à sa manière et avec ses libertés dans la première saison de House of the Dragon. Viserys Ier règne dans le faste et l'opulence, et se préoccupe peu des affaires du royaume, laissant l'administration à sa main Otto Hightower. Et pendant ce règne de Viserys, la question de la succession va évidemment être problématique, de par tout ce qu'on a vu jusqu'ici dans cette vidéo, et avec d'autres éléments qui vont venir complexifier la situation. Quand Viserys est couronné, il a une fille de 7 ans, Rhaenyra. Cependant, bon nombre de personnes considèrent que le frère du roi, Daemon, est l'héritier présomptif, à commencer par Daemon lui-même. En effet, la jurisprudence de 92 a déterminé qu'un oncle hériterait avant sa nièce. Sauf que l'oncle en question, c'était le fils le plus âgé du roi encore en vie. C'est difficile d'extrapoler ça à un débat frère du roi versus sa propre fille. Quoi qu'il en soit, Daemon se sent légitime, et la première partie du règne de Viserys va être marquée par une forte opposition entre Daemon et la main du roi Otto Hightower. Otto cerne très bien le prince, et voit en lui un réel danger pour le royaume. Il est violent, il est impulsif, et Otto va tout faire pour l'éloigner de la cour et l'écarter de la succession, bataillant notamment pour la reconnaissance de Rhaenyra comme héritière. En l'an 105, 2 ans après le début du règne, la question semble se régler, puisque la reine Aemma donne naissance à un garçon. Malheureusement, elle meurt en couche et le bébé ne survivra pas. Daemon est entendu se moquant du défunt prince, et le roi fou de rage va enfin régler le débat de sa succession en nommant Rhaenyra princesse de Dragonstone lors d'une somptueuse cérémonie au cours de laquelle les grands seigneurs du royaume lui prêtent allégeance. On sait pas si Otto était impliqué, mais ça me semble pas déconnant du tout qu'il le soit. C'est d'ailleurs la solution qu'a choisi HBO dans sa série et je trouve ça très cohérent. Mais qui dit mort de la reine dit remariage. Je rappelle qu'à ce moment-là, le roi n'a que 30 ans. Que ce soit dans le but d'enfanter un héritier mâle, ou simplement pour avoir un backup à Rhaenyra, l'objectif c'est quand même d'assurer la descendance et d'écarter définitivement Daemon le plus possible du trône, sachant qu'il reste un danger pour la princesse en tant que second dans la course à l'héritage. Viserys Ier va donc épouser en seconde noces Alicent Hightower, la fille de sa main, avec qui il aura 2 ans plus tard un premier fils, Aegon, surnommé Aegon l'Ancien, puis successivement 3 autres enfants, Helaena, Aemond et Daeron. Et là on y est. On a tous les ingrédients pour mener à une crise dynastique sans précédent, puisqu'on est une nouvelle fois dans une situation inédite, avec une princesse de Dragonstone reconnue par le roi, mais ce, avant qu'un fils ne naisse d'un second mariage. Les années passent, Viserys, cherchant à éviter toute confrontation ou tout malaise dans sa famille, applique sa meilleure politique de l'autruche en ne revenant jamais sur la question de la succession, ni pour conforter Rhaenyra, ni pour affirmer l'applicabilité des précédentes jurisprudences. Bref, il laisse tout simplement la situation pourrir dans le royaume en ne voyant pas, ou plutôt je dirais même en refusant de voir que la noblesse est en train de se fragmenter entre les Noirs, les partisans de Rhaenyra, et les Verts soutenant la légitimité d'Aegon. Avant de passer à la suite, on va juste rapidement compléter le tableau en précisant que Rhaenyra finira par se marier avec Laenor Velaryon, avec qui elle eut 3 enfants, Jaehaerys, Lucerys et Joffrey, avant de se remarier à son oncle Daemon pour donner naissance à Aegon le Jeune et Viserys. Son demi-frère, Aegon l'Ancien, lui, épousera sa sœur Helaena, qui mettra au monde des jumeaux, Jaehaerys et Jaehaera, ouais je vous avais dit qu'il n'était pas très original sur les prénoms, ainsi que le petit Maelor. Maintenant qu'on a bien pris le temps d'établir les précédents historiques et les événements qui nous ont menés à cette situation, il est grand temps de, justement, se pencher sur la question qui nous intéresse aujourd'hui, celle de savoir lequel de ces 2 prétendants est légitime, ou plutôt sur quels arguments se basent leurs revendications. Et on va commencer par les Noirs, le clan de Rhaenyra. Et leur argument est extrêmement simple en réalité. Pour eux, Viserys a nommé Rhaenyra héritière en l'an 105, et ça se résume à peu près à ça. Certes, il a eu d'autres enfants derrière, mais il n'est jamais revenu sur cette décision. Pire encore, il a même renvoyé Otto Hightower de la cour quand celui-ci a poussé pour reconnaître officiellement Aegon héritier, ce qui prouve bien la volonté du roi selon eux, même si Otto a été rappelé dans son ancien poste une dizaine d'années après. Selon les partisans de la princesse, cet argument se suffit à lui-même, la volonté du roi prime sur tout le reste. D'après eux, les jurisprudences des règnes précédents, si elles existent, ne sont rien de plus que des décisions ponctuelles des souverains pour décider d'une situation à un instant T, et non pas de répercussions légales en quelque sorte.
D'autres le rationalisent en remarquant que la cause de Rhaenyra règle les questions passées, puisque son mariage avec Laenor permet de réunir les deux revendications du Grand Conseil de Sang. Les injustices potentielles vis-à-vis de la lignée Daemon sont lavées par la même occasion. Et en plus de ça, le mariage subséquent de Rhaenyra avec Daemon rallie la cause de ceux qui considèrent que le frère est l'héritier du roi. Alors oui, ils sont très minoritaires, mais ils existent. Enfin bref, tout le monde y trouve un peu son compte, même si c'est pas toujours pour les mêmes raisons. Mais en gros voilà. Pour les Noirs, l'argument massu, c'est que la parole du roi fait loi. Rhaenyra est le premier enfant du roi, elle a été nommée princesse de Dragonstone, la noblesse lui a juré fidélité, ça n'a pas été remis en cause, donc elle est l'héritière légitime du trône de fer. Qu'en est-il des revendications d'Aegon II ? Eh bien pour les Verts, vous vous en doutez, on base la légitimité d'Aegon sur les us et coutumes, les jurisprudences, en résumé sur une sorte de législation inductive, c'est-à-dire qui part des faits pour établir la loi, c'est ça ce que ça veut dire, un raisonnement inductif, une législation non écrite, qui peut être vague mais qui est cohérente, et qui est la suivante. Il est acté que le premier fils du roi est l'héritier. Aegon le Conquérant a été couronné avant sa grande sœur. Jaehaerys l'a été avant la sienne, et même avant ses nièces, et rien n'a jamais été spécifié concernant les deuxièmes mariages, donc il n'y a pas de raison qu'Aegon soit écarté sous prétexte qu'Alicent n'était pas la première femme de Viserys, après tout, c'est la reine en exercice. Ça, c'est le premier argument, qui, pour les Verts, devrait suffire à lui-même d'ailleurs. Mais en plus de ça, s'ajoute la jurisprudence de 92 qui préfère le deuxième fils du roi à la fille de son aîné. Et bien entendu, le Grand Conseil de 101 qui semble acter définitivement et démocratiquement que la couronne ne se transmette pas par lignée féminine. Pour les Verts, si on suit le vote du Grand Conseil, Rhaenyra est exclue de la succession. Et si on remet en cause ce vote, Rhaenyra est toujours exclue parce que Viserys lui-même n'est plus légitime, et dans ce cas-là, ce serait un encore plus gros bordel. Certes, Rhaenyra a été nommée héritière, et les Verts ont aucun problème avec ça, ils ont même juré fidélité. Mais de leur point de vue, Rhaenyra l'était de manière temporaire jusqu'à la naissance d'Aegon. Qui plus est, la nomination de Rhaenyra était une manœuvre du roi pour écarter du trône son frère, sauf qu'elle finit par épouser Daemon, donc il y a une contradiction et même une trahison de la volonté du roi. Et finalement, et c'est pas anecdotique du tout, de fortes suspicions pèsent sur la légitimité des enfants de Rhaenyra et Laenor qu'elle aurait eu avec son protecteur Harwin Strong, et HBO est d'ailleurs carrément explicite sur le sujet. Évidemment, ça remettrait complètement en cause la légitimité des enfants de Rhaenyra, puisque des bâtards ne peuvent pas hériter. En résumé, Aegon est le fils aîné du roi. Il coche exactement les mêmes cases que ses prédécesseurs, les précédents juridiques sont en sa faveur, et la noblesse a même démocratiquement voté, dans une situation analogue, en sa faveur. Il est donc l'héritier légitime au trône de fer. Voilà les arguments avancés par les deux factions. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça ? Quel camp a raison ? Lequel des deux antagonistes est l'héritier légitime ? En bref, qui sont les gentils dans la danse des dragons ? Et bien selon moi, et à la lumière de tous les éléments que j'ai pu vous présenter, les deux camps sont tout aussi légitimes l'un que l'autre. Les Verts comme les Noirs ont des arguments totalement cohérents et entendables pour justifier leurs revendications, et ils se considèrent tous deux comme absolument légitimes et dans leur bon droit. Et ça, c'est hyper important à comprendre, ils sont tous convaincus de leur légitimité. Et aucun des deux camps n'a tout à fait tort, en quelque sorte. C'est ce qui fait pour moi tout l'intérêt de la danse, et toute sa tragédie aussi. On assiste impuissant à la désintégration d'une famille, entraînant avec elle un royaume, sans que personne ne soit réellement un usurpateur, mais où tout le monde a une part de responsabilité. Si un des camps avait de manière catégorique et définitive un ascendant juridique sur l'autre, on perdrait naturellement cet intérêt pour leur adversaire, cette ambiguïté et ce côté non manichéen qui fait l'essence de l'œuvre de Martin et qui a fait le succès de la saga principale et de la série Game of Thrones. Maintenant, ça n'empêche pas de prendre parti, ça rend d'ailleurs l'expérience plus fun. Non, pour moi, bien que les revendications des deux prétendants soient tout autant justifiées, elles dépendent de la manière dont chacun les appréhende et de la valeur que chacun leur accorde. Par exemple, les partisans de Rhaenyra auront une vision plus absolutiste du pouvoir royal. C'est le roi qui décide, sa parole est loi, point barre. Là où les Verts auront une vision plus juridique, voire même plus démocratique de la place du souverain. Bon ok, le terme démocratique est un petit peu fort. Mais ils accorderont plus d'importance aux règles qui régissent la société et au contrat social tacite qu'implique la féodalité. Alors j'utilise beaucoup de mots compliqués pour dire que, selon ce point de vue, certes le roi est au-dessus de tout, mais le pouvoir doit être un minimum décentralisé, parce que c'est la structure des seigneurs qui porte la société. Et donc que le vote du Grand Conseil de 101 a une importance cruciale, puisque c'est lui qui porte ce contrat social. En fin de compte, qu'il s'agisse des personnages de l'univers ou bien du public, donc vous et moi, tout le monde trouvera son compte,
Tout le monde ne retiendra que les arguments qui les intéressent et mettra de côté ceux qui ne confortent pas leur vision. Donc voilà, ça c'est ma première conclusion. Ni Rhaenyra ni Aegon ne sont plus légitimes que l'autre. Tout dépend du prisme au travers duquel on analyse la situation, et si quelqu'un vous répond de manière catégorique sur le sujet, c'est qu'il vous transmet plus son opinion sur la question qu'autre chose. Bien, mais selon moi, on peut pas se pencher sur le sujet sans évoquer la vraie morale sous-jacente que nous propose la danse des dragons, ou en tout cas ce que je considère personnellement comme étant la morale à en tirer. Parce que la danse, c'est quoi ? C'est avant tout une querelle familiale. C'est une lutte à mort pour le pouvoir, oui, mais un pouvoir entre les mains d'une poignée d'individus qui se connaissent, qui ont grandi et vécu ensemble, et c'est avant tout un conflit personnel. Et c'est bien parce que c'est personnel que ça va justifier pour les deux camps une escalade abominable qui mènera au pire des exactions, mais surtout qui entraînera avec elle le royaume tout entier, provoquant la mort de dizaines de milliers d'innocents sur son passage, à cause de quelques individus avides de pouvoir qui ne se soucient au final que très peu de ce royaume qu'ils entendent pourtant diriger. D'un côté, on a Rhaenyra, une princesse complètement déconnectée de ce qui se passe en dehors de la cour, extrêmement antipathique et qui montre un dédain absolu pour le peuple. On voit d'ailleurs brièvement dans la saison 1 de Hot D quand elle lâche une phrase du style « je m'en fous de ce qu'ils veulent » en parlant du peuple, et j'espère que la saison 2 le montrera mieux. Elle est également extrêmement hypocrite puisqu'elle souhaite accéder au pouvoir mais refuse catégoriquement que les femmes du royaume héritent des domaines de leur père. En fin de compte, elle voit le pouvoir uniquement comme quelque chose qui lui est dû, qu'elle le mérite ou non. Et à côté d'elle, son roi consort n'est autre que Daemon, qui est juste un sociopathe en puissance, prêt à tout pour arriver à ses fins, et complètement matrixé par la supériorité de l'ethnie valérienne. Mais en face, chez les Verts, c'est pas vraiment mieux. On a un Aemond, qui est le parallèle direct de Daemon, c'est pas pour rien qu'ils ont des noms en miroir, un vrai psychopathe, qui malgré tout est bien plus intéressant dans la série, puisqu'il développe un peu plus son enfance et donne des raisons à son comportement. Mais surtout, on a un Aegon, qui est un hédoniste qui se soucie de peu de choses autres que des loisirs de prince, qui boit en permanence, qui fréquente des bordels, qui a un comportement irresponsable vis-à-vis de son rang, comme n'importe quel gosse de riche en fait, qui abuse de ses serviteurs, etc. D'ailleurs, à ce propos, je trouve que le choix d'HBO d'avoir fait d'Aegon un violeur est probablement LA pire décision de cette saison 1. Qui veulent montrer l'attitude détestable d'un prince royal envers le peuple, pas de problème, c'est même plutôt une bonne chose. Ils auraient pu le montrer abusif, dédaigneux, mais à partir du moment où ils en font un véritable violeur, ça devient extrêmement dur de générer une quelconque sympathie autour du personnage, et par extension autour de sa cause, et donc ça dessert complètement toute la narration. D'ailleurs, c'est un constat assez global sur la saison 1, mais je trouve que les crimes des Verts sont rarement traités de la même manière que ceux des Noirs. Pour rester sur le viol d'Aegon par exemple, il nous est présenté au travers des conséquences désastreuses sur la victime, et j'ai rien du tout contre ça d'ailleurs. La danse des dragons porte intrinsèquement des questions sur la place des femmes dans la société Westerosi. Et du côté du public, on a vécu, et on vit toujours d'ailleurs, une période de grand progrès dans la libération de la parole des femmes, post-MeToo, balance ton porc, ce genre de choses, de crédibilisation des victimes, donc c'est normal. Je pense que c'est une grosse erreur d'HBO d'avoir fait d'Aegon un violeur, mais quitte à le faire, partir du point de vue de la victime, c'était la bonne approche. Là où j'ai un problème par contre, c'est que du côté noir, HBO a pas du tout le même traitement. Quand Daemon tue un serviteur pour maquiller la disparition de Laenor, personne n'en a rien à battre de la victime, c'est juste un PNJ sans identité. D'ailleurs, tout le plot avec Laenor, ça aurait été l'occasion parfaite de montrer ce côté dark du duo Rhaenyra-Daemon. Éliminer un personnage sympathique et identifiable par le public, juste pour leurs ambitions personnelles, ça aurait été maxi ballsy de la part d'HBO, mais ils désamorcent tout pour aucune raison, mis à part peut-être pour éviter les critiques d'avoir éliminé leurs deux personnages homosexuels aussi rapidement dans la saison, mais bon, c'est pas comme ça qu'on écrit une histoire. Pareil, dans l'épisode 7, après la confrontation entre Aemond et Lucerys, Rhaenyra demande explicitement qu'Aemond, qui n'a que 10 ans, soit torturé. Prince Aemond must be sharply questioned so we might learn where he heard such slanders. Over an insult. To question sharply, le soumettre à la question, c'est un euphémisme utilisé au Moyen-Âge pour la torture et on retrouve l'expression constamment chez Martin. Et même si HBO l'a bien inclus dans l'épisode, je trouve que c'est pas suffisamment explicite pour un public qui n'a pas nécessairement ni les codes du Moyen-Âge, ni la connaissance des livres. Je pourrais également vous parler de cet épisode 9 absolument catastrophique, qui se perd complètement dans sa narration avec l'histoire du cache-cache d'Aegon et des combats d'enfants qui sont des non-sens totales, qui nous présente un Aegon II pathétique, une Alicent complètement dépassée, alors que c'est elle la chef d'orchestre de la prise de pouvoir, et un Criston Cole qui perd tellement de ses qualités de stratège politique que j'ai même cru qu'HBO allait laisser auto-couronner Aegon à sa place. Un épisode où l'intervention insensée de Rhaenys pendant le couronnement, qui là encore massacre une bonne partie du peuple mais personne n'en a rien à foutre des conséquences, sape totalement ce qui aurait dû être l'heure de gloire d'Aegon. Cet épisode 9 est juste criminel. Et là encore, ça dessert de ouf la caractérisation des Verts.
Cet épisode, ça aurait dû être leur épisode. Un huis clos quasi total où on peut voir chaque personnage au sommet de son art, avec le cadavre de Viserys qui pourrit à vue d'œil en arrière-plan pour symboliser l'héritage de son règne en putréfaction. On aurait dû voir leur manœuvre politique et déboucher sur un couronnement grandiose qui finit sur un Aegon initialement réticent à la couronne qui vole au-dessus de son peuple, sur son dragon Sunfire, le plus beau de tous, qui entend la foule qui clame son nom et qui sourit parce qu'il a enfin trouvé l'affection que ne lui a jamais montré son père. C'était l'occasion parfaite pour introduire Sunfire. Il y avait tout, mais non, même lors de la consécration pour les Verts, HBO s'est senti obligé de tout désamorcer en faisant intervenir Rhaenys et en montrant une nouvelle fois que les crimes des Noirs, tout le monde s'en fout. On a vraiment un 2 poids 2 mesures qui sera, j'espère, rectifié dans la saison 2. Déjà, s'il pouvait commencer par introduire Daeron, le seul gars sympa de la fratrie, ça serait pas mal. Finalement, dernier exemple pour la route, le cas de Vaemond Velaryon, le neveu de Corlys. Dans la série, même s'il finit décapité par Daemon, il est quand même traduit devant le roi. Dans le livre, c'est Rhaenyra de son propre chef qui envoie Daemon l'assassiner avant de donner le cadavre au dragon de la princesse. Bon, je peux le tolérer parce que ça nous a quand même offert la plus belle scène de cette saison 1, mais le constat est le même. Les crimes des Noirs sont archi-édulcorés, mis à part le meurtre de Daemon de sa première femme. Et je trouve ça assez dommage parce que ça minimise la vraie leçon de la danse. Une minorité de privilégiés sont prêts à tout pour accéder au pouvoir sans aucune considération morale vis-à-vis de leurs actes. Parce que la vraie morale de la danse, elle est là. On s'en fout de qui est légitime, on s'en fout de qui devrait s'asseoir sur un tas de ferrailles, la réalité c'est un clash frontal entre les ambitions personnelles d'un cercle restreint de nobles qui a des conséquences désastreuses sur des innocents, sur des femmes et des enfants, sur les populations civiles. Pourtant, le devoir premier du souverain n'est-il pas avant tout d'assurer le bien-être de ses sujets ? George Martin est un pacifiste, ou en tout cas, il est profondément marqué par un sentiment anti-guerre. Il a évolué dans les milieux progressistes de la gauche américaine des années 60-70, s'est opposé à la guerre du Vietnam et s'est constitué objecteur de conscience pour refuser d'y être envoyé. Son œuvre entière est empreinte d'un rejet de la guerre et d'une critique vive des quelques puissants qui luttent pour le pouvoir et décident du destin des masses qui, elles, en payent le prix. C'est extrêmement visible à de nombreuses reprises dans la saga principale, et c'est également la leçon ultime qu'il cherche à nous transmettre, selon moi, avec l'épisode tragique de la danse des dragons. Je vous remercie de m'avoir écouté, c'était La Citadelle, je vous souhaite une très bonne saison 2 de House of the Dragon, que le feu embrasse le royaume, que le sang se répande, je vous dis à la Rubanpolis, et à la prochaine, bye.